Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Si vous êtes déjà avec nous pour cette émission individuelle spéciale les séries pour l'été. Et oui, quel meilleur moment que l'été quand on a un peu de temps pour lire des séries de 3, 4 tomes. Voilà. Donc ça va être la thématique de cette émission individuelle. Pour commencer, bah, je vais vous rappeler déjà que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Cette émission sera rediffusée, bien sûr, en replay, enfin sera disponible en replay sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer des messages hein, sur nos réseaux sociaux si vous avez des demandes, si vous voulez nous faire des remarques ou nous donner des informations. Voilà, on sera toujours là pour vous répondre. Alors, pourquoi des séries? Alors, tout d'abord, si j'ai choisi de vous parler de séries, les séries que j'ai donc prises, je les ai toutes en format papier dans ma bibliothèque et je les ai toutes lues. Elles sont ici, elles sont là derrière moi. Voilà, ce sont ces séries-là dont je vais vous parler ce soir. Elles sont toutes dans ma bibliothèque. Ce sont des séries qui sont toutes terminées, toutes complètes et j'ai pris, le parti de ne parler que de séries de plus de 3 tomes. Voilà. J'estime qu'un diptyque, 2 tomes, c'est pas j'ai toujours du mal à dire, une série quand, je parle de 2 tomes et les vacances, c'est vraiment le moment où on peut prendre le temps de lire. Alors pourquoi ne pas, voilà, plonger dans des séries de 6 tomes, puisqu'il y en aura une de 6 tomes. Alors le chat, n'hésitez pas à vous en servir. Bonsoir Pauline K 14. Donc voilà, s'il y a besoin. Moi, je peux aussi vous mettre, des messages. Donc voilà, bonsoir à toi, hop, et bonsoir à tous pour ceux qui seront avec nous ce soir. Voilà, allez, c'est parti pour cette émission des séries de l'été, parce que des séries de l'été, il n'y en a pas uniquement à la télévision, et c'est parfois bien l'été de fermer sa télévision pour lire. Alors, une première série, je vous dévoile la couverture du tome 1. Donc à chaque fois, je vous mettrai les couvertures de tous les tomes en vous expliquant chaque série et pourquoi je l'ai choisi. Donc, Visage, série, la première série choisie, c'est Visage, ce que nous sommes. Au scénario, on trouve Nathalie Ponsard-Gutnesch et Mihail Bossan-Ogriafa. Ils sont accompagnés au dessin par Aurélien Morinière. 4 tomes sont sortis entre, tenez-vous bien, février 2023 et janvier 2024. Je ne me trompe pas en vous donnant ces dates. Il s'est bien passé une seule année et 4 sorties de tomes. Donc ça, c'est chez Glénat. Et pour avoir rencontré les 3 auteurs et pour avoir bien discuté avec eux, ils m'ont expliqué qu'en réalité, ils avaient travaillé pendant 9 ans sur cet album. Donc 9 ans, c'est surtout pour les scénaristes. Aurélien Morinière a dû travailler lui 7 ans, 6-7 ans, mais ils ont travaillé et ils ont voulu entièrement terminer la série afin avant qu'elle ne soit publiée. Ça a été leur choix. Ils avaient peur, et ça, on peut comprendre certains auteurs, c'est la peur quand on débute une série, selon l'accueil que les lecteurs, les lectrices leur font à ces séries, eh bien, s'il n'y a pas assez de lecteurs, on se retrouve parfois avec des séries qui n'ont pas de suite et surtout qui n'ont pas de fin. Donc là, donc les 3 auteurs avaient décidé que de toute façon, ils voulaient entièrement, faire la série. Cette série en plus, c'est une série historique. Donc c'est une série qui débute à la fin du 19e siècle et qui se termine avec la création de la Communauté économique européenne en 1957. Alors,
AZ Lynch est là, bonsoir. Le Morinière, c'est un monstre. Oui, 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 oui. Et si tu peux te permettre, Aurélien est sur Twitch et bien souvent, il dessine le jeudi soir. Donc, bien sûr, nous ne sommes absolument pas en concurrence. Aurélien est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il est venu nous faire un coucou une fois que ses dessins étaient terminés et il est passé nous faire un coucou. Donc, bon dessin à toi Aurélien si tu es en direct sur Twitch ce soir aussi. Alors, donc moi j'avais trouvé que c'était une excellente idée de choisir une famille comme vecteur pour parler, mais surtout pour expliquer l'histoire de la première moitié du XXe siècle. Alors, à la fois en Europe et plus particulièrement donc en France, en Allemagne, en Autriche et en Irlande. C'est donc cette série se passe dans ces 4 pays. Donc alors, avec Visage, ce que nous sommes, nous plongeons dès 1894 dans l'histoire d'hommes et de femmes qui, malgré leurs liens, sont vite amenés à s'aimer, se haïr, se déchirer, se retrouver, parce que cette période chargée historiquement l'a voulu ainsi. Parce que quand débute le tome 1, donc celui que vous avez à l'écran, Georg est un enfant donc qui est placé dans un orphelinat en Allemagne. Sa mère, Liselotte Ruff, et son père, Louis Kerbraz, un nom plutôt breton, se sont rencontrés sur une ligne de front de la Somme pendant la Grande Guerre. Elle est austro-allemande, elle est passionnée de photographie et infirmière volontaire dans l'armée de Guillaume II. Lui, comme son nom l'indique, il est breton, artiste dans l'âme, et il s'est engagé pour sauver sa patrie. Et lors d'un moment de répit, au milieu des combats, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, ils s'apprécient et ils vont concevoir la vie au milieu de cette boucherie qu'est la Première Guerre mondiale. Mais cet enfant de la honte va être enlevé à sa mère et placé, sans que celle-ci ne le sache, donc dans un orphelinat. Donc son père non plus, n'a pas connaissance de l'existence de cet enfant. Mais le besoin de revanche est plus fort que tout pour Georg. D'ailleurs, il est surnommé le bâtard et cela va l'amener à rechercher ses parents en espérant se venger d'eux. Ça, c'est ce qu'il espère au départ. Alors, les auteurs ont su parfaitement instiller judicieusement des morceaux de fiction dans cette réalité historique qui pourtant est un exercice extrêmement difficile. Mais ainsi fait, on s'y méprend. On pourrait croire que ces familles françaises, bretonnes et alsaciennes, mais également allemandes et irlandaises, ont réellement existé. Alors, ça, c'est vraiment, moi, tout ce que j'aime dans la BD historique. Pour avoir donc discuté avec eux, donc c'était à Angoulême. J'ai eu la chance, de modérer une rencontre avec, les 3 auteurs et donc ils avaient bien expliqué qu'il y avait un incroyable travail en amont. Nathalie Ponsard-Bucknech parlant très bien allemand, elle a pu, elle, aller faire des recherches, donc en Allemagne. Mihail Bossan-Griafa, lui, est un des traducteurs, officiels du festival d'Angoulême, traducteur anglais et espagnol, donc c'est vrai que ça l'a aidé aussi pour toute la partie irlandaise. Et alors, cette série, alors je vais en profiter pour vous montrer les... Voilà. Donc là, on a le tome 2, c'est Liselotte. Voilà. Le tome 3, on a Georg. Voilà. Et le tome 4, voilà, c'est l'Irlandaise, l'amie de Georg. Voilà. Vraiment, ils ont fait un travail pédagogique et historique incroyable dans cette, série afin de nous permettre de comprendre facilement ce qui est parfois si compliqué à comprendre dans notre histoire. Et pour cela, ils ont en plus accompagné
ces 4 albums de dossiers documentaires, qui viennent vraiment compléter, l'histoire fictive de ces familles dans une histoire qui, elle, est bien réelle. Donc, je vous ai dit 9 ans de travail pour le trio, pour faire sortir 4 albums en 12 mois. Pour moi, c'était une prouesse risquée, mais qu'est-ce qu'elle est réussie. Donc, n'hésitez pas, c'est un album dont les auteurs continuent à parler. Ils participent à des expositions, ils participent à des conférences. C'est le genre d'album, enfin, et de série, intemporel qui a parfaitement sa place heu, dans les collèges, dans les lycées, parce que c'est un excellent moyen pour comprendre l'histoire de cette première partie du XXe siècle. Donc voilà pour la première série. Deuxième série, on change totalement d'univers avec une série Heu, Les Vents Ovales, une série donc en 3 tomes avec au scénario Aude Mermillod, Jean-Louis Tripp et au dessin Horn. Alors, 3 tomes qui sont sortis entre mai 2024 et mai 2026. Voilà, un tous les ans. C'est chez Air Libre et donc la thématique de cet album, c'est les événements de mai 68 d'ordinaire qu'on voit surtout depuis Paris, mais là, cette fois-ci, ce sont des événements de mai 68 qui sont rapportés par l'une des protagonistes qui, ça je vais vous expliquer comment, et donc ces événements sont rapportés dans le Sud-Ouest. Donc dans cet album, il est question de féminisme, et donc plutôt que de nous parler directement du mois de mai 68, les auteurs ont décidé de débuter leur série un an avant mai 68. Donc l'album débute en mai 67. Et alors, puisqu'ils ont situé, leur série dans le Sud-Ouest, eh bien, ils ont décidé de faire une part belle au au rugby, donc à l'Ovalie. Et donc, dans cette série, vous avez, 2 jeunes femmes, Yveline et Monique, 2 jeunes femmes qui sont en âge, d'aller, poursuivre leurs études à l'université. Donc Yveline que vous voyez, la brune là, va pouvoir aller à Paris pour continuer ses études, donc quitter, sa commune de Haute-Garonne, pour aller à Paris. Alors que sa copine Monique, eh ben, il va se passer un événement, je ne vais pas vous le dévoiler. Elle qui avait aussi prévu de partir, dans le nord de la France, en réalité, va rester dans le village. Alors c'est un village où le rugby est roi. La ville joue, toute la ville, tous les garçons, tous les hommes jouent au rugby. C'est même l'affrontement entre 2 villages, chacun d'un côté de la Garonne, un entraîné par le curé et un, entraîné par le directeur de la briqueterie. Hem et donc, eh bien, c'est ce qui est intéressant, c'est que on voit Yveline qui donc est obligée qui part à Paris et là, en allant à l'université à Paris, elle va découvrir au fur et à mesure cette tension, qui monte et à chaque fois qu'elle va rentrer, donc pendant les vacances universitaires, à chaque fois qu'elle va redescendre dans son sud-ouest, eh bien, c'est elle qui, raconte aux autres, bah, la tension qui commence à monter à Paris dans les universités, les assemblées générales, les revendications. Elle fait même arriver un peu le féminisme, dans son village puisque elle connaît autre chose que la société patriarcale qui existait donc, en 1967-68, dans un petit village, situé, à la campagne et donc, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, le vent de la révolte va, là aussi, progressivement souffler, donc sur ce petit village. Alors, je vais vous montrer la couverture du tome 2.
Et voilà, donc c'est Monique. Je pense que vous pouvez comprendre avec cette couverture pourquoi Monique finalement ne va pas poursuivre ses études. Et d'ailleurs, Monique va faire un choix de vie puisque Monique est la fille du directeur de la briqueterie. Et donc, elle va arrêter ses études pour vivre avec un jeune homme qu'on voit ici. Et, je vais vous le montrer. Donc, on voit sur la couverture du tome 3. C'est donc l'instituteur du village. Et donc, c'est le père de son enfant. Et donc, un communiste et donc un gendre qui n'est pas idéal pour le père de Monique. Et donc c'est toute cette histoire aussi de cette jeune femme qui, même elle, si elle reste dans son village, va se battre contre les idées préconçues de son père. Voilà. Alors, une série, un prisme vraiment très intéressant des auteurs qui a été vraiment de mettre en avant ces 2 jeunes femmes, à cette époque où vraiment le patriarcat est très, très présent dans les familles et ainsi ils vont insuffler donc un vent de liberté, dans la vie de leurs personnages, un vent de liberté mais qui était aussi revendiqué d'ailleurs, dans la société française, qu'elle soit, parisienne ou provinciale. Donc cette série est en 3 tomes, et elle met donc en lumière les événements de mai 68. Alors, dans le tome 1, on a les 6 premiers mois, entre mai 67 et je crois que c'est octobre 67. Le deuxième tome commence en novembre ou décembre 67 et va jusqu'en avril 68. Et le dernier tome est intégralement consacré à mai 68. Et aussi l'intérêt de cet album, c'est que les auteurs, à la fin de chaque, les chapitres sont assez courts et à la fin de chaque chapitre, donc de chaque mois, les auteurs donnent des explications sur ce qui s'est passé, sur les événements importants qui ont pu se passer dans le monde et qui expliquent justement ce besoin de révolte, dans la société. Voilà. Donc, une série extrêmement intéressante, toujours très bien faite comme à chaque fois chez Air Libre. Donc, une série parfaite, là encore, pour les vacances. Voilà. Donc, Les Vents Ovales de Horn, Aude Mermillot et Jean-Louis Tripp. Alors, troisième série. Alors ça, c'est une série heu, que j'ai beaucoup apprécié et qui est absolument méconnue et c'est bien dommage et elle s'appelle Kilomètre Zéro. On a au scénario Stéphane Piatzek, au dessin Florent Bossard. C'est une série en 3 tomes qui est sortie entre mars 2020 et mai 2022 chez Grand Angle. Alors là, la thématique, elle est un peu particulière, c'est la construction de la première ligne de train en Alsace. Il est question de dynastie industrielle, de travail des femmes et d'enfants, ainsi que de l'émancipation des femmes, et ça se passe dans les années 1830. Alors, c une série encore où l'histoire de famille va se mêler à l'histoire d'une région, donc c'est l'Alsace. Et cette série donc fait le portrait de la famille Koechlin et de son patriarche Nicolas. Cet homme, c'est le plus riche d'Alsace et il décide un jour de construire la première ligne de chemin de fer de sa région. Alors, cet homme, Nicolas Koechlin, est né au XVIIIe siècle, là, en 1781. Il est fils et petit-fils d'industriels alsaciens dans le textile. Et en 1936, Nicolas Koechlin décide de passer le flambeau à son fils aîné, Ferdinand, parce qu'il a une idée. Il veut se lancer dans la nouvelle aventure, qui est celle du train, et donc de construire une ligne de chemin de fer entre Mulhouse et Thann. Et c'est donc en compagnie de son frère et de son autre fils qu'il va réaliser son projet. Parce que son but ultime, c'est de finir par relier Strasbourg à Bâle en Suisse, ce qui serait la première ligne internationale de chemin de fer au monde,
un projet un peu fou qui comporterait 20,3 kilomètres de voies ferrées. C'est vrai que ça nous paraît, rien du tout, 20 kilomètres de voies ferrées, mais pour l'époque, c'était une gageure. Donc, aidé par 2 ingénieurs, Nicolas Koechlin, va faire construire toute l'infrastructure nécessaire pour ce parcours, les rails, les ponts, les viaducs, afin que la première locomotive, une Napoléon, puisse circuler, et c'est ce qui va avoir lieu dans cette histoire en 1839. Et donc, dorénavant, il faudra 30 minutes à une vitesse de 65 km/h pour relier Mulhouse et Thann. Alors, il faut dire que il le faisait pas, ce comment ça s'appelle? Ce défi qu'il se qu'il se posait, c'était absolument pas, de créer une ligne de chemin de fer pour rien. Non, c'était pour aussi acheminer, le tissu, qui était fabriqué dans cette usine. Ça avait bien sûr un but, économique et financier. Alors, l'intérêt également de cet album, alors je vais vous montrer le tome 2. Voilà, donc là on a le premier tome, le tome 2. Je vous expliquerai tout à l'heure qui est la jeune femme qu'on a vue pour l'instant sur les 2 couvertures. Alors, l'intérêt de cet album, c'est qu'il met en lumière, les conditions de vie de la classe ouvrière qui trime donc dans ces grandes filatures. Les enfants à l'époque travaillent 15 heures par jour et les femmes, sitôt accouchées, doivent retourner à leur poste. Les patrons n'indexent pas les salaires en fonction du prix du pain qui, quand il augmente, bien sûr, plonge les familles dans de terrible misère. Et ça, c'est extrêmement bien rendu dans l'album. Alors, dans ce milieu justement extrêmement marqué, là encore par le patriarcat, une femme ose sortir du rang. Il s'agit de Salomé, la jeune femme que vous voyez en couverture. Elle est la fille de Nicolas Koechlin et elle aussi, elle veut échapper à son destin de future maîtresse de maison. Évidemment, elle est prédestinée à se marier avec un riche cousin, bon, pour des raisons financières, mais elle préfère, elle, se rendre utile en instruisant les enfants qui travaillent dans l'usine de son père. Elle n'hésite pas non plus à aller rendre visite aux familles dans les taudis qui leur servent d'habitat. Alors, en faisant cela, ça lui permet de se rendre compte par elle-même des conditions de vie de la classe ouvrière. Et elle va en référer en écrivant des articles dans des journaux, pardon, en dénonçant cet état de fait. Elle se rebelle donc contre l'oppression que subissent les femmes et elle les appelle, surtout les ouvrières, qu'elle les appelle la prolétaire du prolétaire. Parce qu'il y a les prolétaires, mais la femme et elle, la prolétaire du prolétaire. Alors, voici un album qui montre vraiment extrêmement bien. Alors, je vais vous mettre hop, le tome 3. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un une série qui montre vraiment très très bien les clivages qui existent donc entre la classe ouvrière qui se bat uniquement pour nourrir ses enfants et la grande bourgeoisie industrielle qui, elle, navigue sur la vague de l'industrialisation à outrance et qui fait passer la recherche du profit avant tout. Donc, c'est un très intéressant état des lieux de la société industrielle et ouvrière de cette première moitié du 19e siècle. Et donc, Kilomètre Zéro est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une série que je trouve vraiment trop méconnue alors qu'elle est d'excellente facture. Donc, n'hésitez pas. Kilomètre Zéro alors attendez, je cherche le nom. Nicolas, c'est Nicolas son prénom, je crois. Nicolas, non, Stéphane Piatsek, Florent Bossard. Et donc, c'est chez Grand Angle. Voilà pour cette troisième série. Alors, si celle-ci est assez méconnue, je suis certaine que la suivante va parler à tout le monde puisqu'il s'agit de Spirou, l'espoir malgré tout d'Émile Bravo. Donc là, on est dans un incroyable travail qu'a fait, Émile Bravo entre octobre 2018 et mai 2022. Alors, pour être plus exact,
L'espoir malgré tout, c'est 4 tomes, mais 10 ans plus tôt, il y a eu un autre album, je vais vous le montrer tout de suite, qui s'appelait Le journal d'un ingénu. Donc ça, c'est le premier album qui explique comment Spirou devient groom, Spirou qui est dans un orphelinat, devient groom dans à l'hôtel Moustique et donc fait connaissance avec Fantasio. Et donc, c'est toute la période d'avant-guerre. Donc ça, même si l'espoir malgré tout est en 4 tomes, je dirais que celui-là, c'est un peu le tome zéro, et il est absolument à lire avant la série. Alors, je retourne, voilà, au tome 1. Voilà, donc nous sommes en Belgique et donc Spirou travaille, à l'hôtel Moustique. Fantasio, lui, veut devenir journaliste et eh bien, on assiste, à l'arrivée des Allemands, dans Bruxelles. Donc nos deux comparses vont essayer de tirer un petit peu leur épingle du jeu. Donc Spirou, avec son bon cœur, bien sûr, est toujours en train de jouer avec les enfants quand il peut. Fantasio, lui, bon, il cherche des reportages pour son journal. Et d'étranges personnages vont arriver à l'hôtel, entre autres un Allemand, un Polonais, qui vont discuter, voilà, sur des conditions de guerre. Hem et donc ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est qu'on découvre, une autre occupation. Nous, on connaît l'occupation en France et cette série permet de découvrir l'occupation en Belgique avec, si en France on a eu l'exode, eh bien les Belges aussi ont eu leur exode, puisqu'à un moment d'ailleurs on les voit, partir de Belgique et être bloqués à la frontière française, frontière qu'ils pourront passer après. Et donc ça permet de voir, avec une autre forme d'occupation, puisque nous on a eu la France libre, la France occupée. En Belgique, avec les 2 départements du Nord, ça formait une région qui appartenait à l'Allemagne. Donc c'est encore un autre, système politique qui était, en vigueur, en Belgique. Donc c'est vraiment très intéressant puisque Spirou dans cette histoire va faire un maximum de choses pour pouvoir donc aider ses enfants, des enfants qui se retrouvent seuls, donc en créant des camps scouts. Avec Fantasio par la suite, ils vont créer un théâtre ambulant qui va leur permettre de faire partie d'un réseau de résistance. Et là, c'est un bel hommage que fait Émile Bravo à Jean Doisy, qui était le rédacteur en chef du journal Spirou, parce que lui aussi est un résistant et donc s'est servi du théâtre pour plus facilement circuler en Belgique. Donc une série vraiment extrêmement intéressante, une série qui avait fait l'objet d'une magnifique exposition au Mémorial de la Shoah de Paris. J'avais eu la chance de pouvoir, la visiter et j'avais eu un entretien avec la commissaire de l'exposition et ils avaient fait un travail incroyable avec, Émile Bravo et en 12 tableaux, ils avaient réussi à retracer, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue depuis, ce petit pays qui est la Belgique. Donc, quelque chose de vraiment, extrêmement bien fait, extrêmement abordable. C'était vraiment, une autre façon de découvrir donc cette Seconde Guerre mondiale. Donc, série alors je vous ai pas montré les autres. Voilà, ça c'est la couverture du tome 2. Voilà, avec toujours cette opposition dans les couvertures entre le noir de gris des uniformes, allemands et de nos deux héros qui se retrouvent dans des situations, voilà, donc là encore, hein, pareil, parce que ce soit en France ou en Belgique, il est question de rafle, il est question de camp, il est question voilà, de collaboration, même si la forme était différente, les conséquences étaient la même. Donc là encore, donc voilà.
l'espoir malgré tout, vraiment une magnifique série à découvrir. Elle, qui bien sûr est qui est très connue, mais à découvrir absolument si ce n'est pas encore fait. Voilà pour cette quatrième série. On va passer maintenant à une autre. On va changer de pays. On va changer d'époque, bien qu'on n'est pas loin là de la Seconde Guerre mondiale, puisque avec le chant des Asturies d'Alfonso Zapico, euh, on est donc alors je vais d'abord vous donner les détails. Ce sont 4 tomes qui sont sortis là encore extrêmement rapprochés entre avril 2023 et mai 2024. Mais à la base, c'est une série qui est sortie de l'autre côté des Pyrénées, qui s'appelait La Balada del Norte et qui était éditée chez Astiberri Ediciones. Donc un extraordinaire succès en Espagne, ce qui fait que Futuropolis a eu vraiment un flair incroyable en, euh, en achetant cette série et en la faisant traduire en français. Donc, sortie en une année, 4 tomes de 250 pages. C'est plus de 1000 pages, cette série. Et c'est donc une série, c'est vraiment ce qu'on appelle une fresque historique, hein. Donc elle est signée Alfonso Zapico, et à la fois donc au dessin et au scénario. Et ça retrace le déroulement d'une révolte populaire qui eut lieu en 1934. Donc la région des Asturies, c'est au nord de l'Espagne. Alors, c'est vrai que l'histoire espagnole, elle est à la fois proche de la nôtre, mais bien souvent, on ne la connaît pas. Alors, on a tous entendu parler, bien sûr, de la guerre d'Espagne et de la période Franco. Et là, on est juste avant la période de la guerre d'Espagne, puisque nous sommes en 1934. L'histoire débute à Madrid et notre héros, Tristan Valdivia, donc a créé une maison d'édition avec son ami français afin de publier des traductions de poètes russes. Mais son état de santé se dégradant à vue d'œil, il a un gros problème aux poumons et ses poumons sont touchés. Donc, afin de changer d'air, bah, il solde ses affaires à Madrid et il rentre chez lui dans le nord de l'Espagne. Alors, là-bas, donc dans les Asturies, il retrouve son père, le très conservateur marquis de Montecorvo, parce que en réalité, Tristan fait partie d'une famille d'industriels extrêmement riches et son père possède la compagnie minière du Nord-Est, une compagnie qui fait vivre, ou alors on peut plutôt dire qui fait survivre la population, et donc qui a mis cette région sous sa domination économique. En effet, donc la région et ses habitants sont dépendants du marquis, et qui lui donc alors lui il n'a pas que la mine, hein, il a différentes affaires, mais ses affaires sont nettement plus importantes que les mineurs qui travaillent pour lui. Et d'ailleurs, la population ouvrière locale est absolument asphyxiée au propre comme au figuré par leurs conditions de vie et surtout par des conditions de travail extrêmement précaires. Un jour, bien sûr, comme ça arrive bien souvent dans les mines, une explosion dans la mine, bah, va mettre le feu aux poudres chez les ouvriers et donc ceux-ci se préparent à se rebeller contre ceux qui les oppriment. Alors, Tristan, lui, qui revient, va ainsi, donc lui qui était parti vivre à Madrid, redécouvre son univers, mais il fait également connaissance d'une jeune fille, une jeune femme qui s'appelle Isolina et qui travaille dans la demeure familiale comme domestique. Mais cette jeune fille, elle est aussi la fille d'Apollonio. Alors Apollonio, vous le voyez sur la couverture du tome 1, un des chefs d'équipe de la mine et un des meneurs de cette révolte. Alors, cette histoire, là encore, c'est une histoire de famille, de plusieurs familles,
Et c'est donc à travers ces familles qu'Alfonso Zapico va donc le brosser le tableau de cette période et de cette révolte qui va durer quelques mois. Et pour cela, donc, c'est avec 1000 pages en noir et blanc qu'il va, oh, je vous ai dit quelques mois, c'est quelques semaines, puisque c'est du 5 au 18 août. Et donc, c'est avec cet incroyable travail de titan qu'Alfonso Zapico va donc euh, nous mener à travers ces mineurs qui vont quitter leur ville, leur village, hein, parce que c'est plutôt un village, et pour aller donc vers la ville pour essayer d'importer leur révolte. Bon, il va de soi que cette révolte, de toute façon, c'est un fait historique, donc cette révolte ne pourra pas aller jusqu'au bout, mais il y aura eu de la part de ces hommes et de ces femmes une tentative de s'échapper du carcan dans lequel ils étaient. Alors, je vous montre les autres couvertures. Donc voilà, donc à chaque fois, toujours des couvertures un peu dans le même genre. Les couleurs changent et les personnages qui sont en couverture changent également. Voilà. Donc et certains vont se réfugier dans la montagne. Là, vous les voyez sur la couverture, donc dans la montagne. Et enfin, le tome 4. Voilà, là, c'est quand ils sont en ville. Voilà, certains vont être emprisonnés. Enfin, bon, c'est voilà une révolte donc qui a duré donc 2 semaines, mais qui aura beaucoup marqué la région des Asturies. Voilà, donc une une très belle série qu'il faut prendre le temps de lire. Mais voilà, quoi de mieux que les vacances pour, voilà, se prendre le temps de lire une série. Donc, Alfonso Zapico chez Futuropolis. Alors, la série suivante, qui est la 6e que je vous propose ce soir, elle, je suis certaine que vous la connaissez, puisque pendant, entre septembre 2018 et septembre 2023, elle a rythmé la rentrée littéraire, une série en 6 tomes, et c'est RIP. Voilà, la série de Getz au scénario et de Julien Monnier au dessin. Et donc, bah voilà, tous les ans, entre 2018 et 2023, début septembre, sortait cette série qu'on attendait. Ça marquait donc la rentrée littéraire. Et, euh, et cette série qui aurait pu vraiment rebuter a, a fait un incroyable chemin, surtout quand on voit le nombre de lecteurs et de lectrices que les auteurs pouvaient avoir en dédicace lors des différents salons. Il y avait des files incroyables. Alors, si vous n'aimez pas les mouches, si vous n'aimez pas les vers, si vous n'aimez pas, donc cette série est vraiment pas pour vous parce que il faut l'expliquer. La thématique de cette série, c'est la mort et ce travail avec la mort au quotidien. Alors, c'est une série qui est pas vraiment datée, hein, ça se passe dans nos jours, mais une série alors qui nous plonge dans un univers sombre où la mort, la misère, la solitude occupent une place centrale. Alors, euh, il arrive que certaines personnes, isolées, meurent chez elles et qu'on ne les découvre que parfois plusieurs années après. Et donc, à ce moment-là, quand on s'en aperçoit, on fait donc intervenir une équipe qui vient, eh bien, nettoyer des, heu, des intérieurs qui sont absolument, qui ont été abîmés par le temps et des corps qui parfois ont pas tout à fait disparu, mais dont il ne reste, dont la décomposition est extrêmement avancée. Et donc il y a des hommes, bah, dont c'est le métier et qui donc sont chargés euh, de nettoyer, de récupérer les biens, pour les redonner au notaire. Enfin voilà, pour que les successions puissent s'effectuer. Voilà.
Et donc, cette série en 6 tomes, elle a une construction extrêmement, originale. Chaque tome est centré sur un personnage de l'équipe, sauf une, je vous le montrerai, je vais vous les montrer les tomes. Donc là, 1er tome, on a Derrick, un des membres de l'équipe. Tome 2, Maurice. Là aussi, on le voit encore dans le vestiaire où ces hommes enlèvent leurs combinaisons, leurs bottes, leurs gants, leurs masques une fois qu'ils ont fini leur travail. Donc, un autre membre de l'équipe. Ahmed, voilà, encore un des personnages de cette histoire. Albert, voilà, qui travaille aussi avec l'équipe. Et alors, seul personnage féminin de l'histoire, c'est Fanette. Alors Fanette, elle tient le bar où se retrouvent la plupart de nos protagonistes. Et c'est vrai qu'elle apporte un regard à la fois féminin et un regard extérieur au travail effectué, sur le travail effectué par ces hommes. Et enfin, le dernier, le tome 6, c'est Eugène. Alors, donc, chaque tome donc est centré sur un personnage différent. Hem, donc cela permet donc de découvrir les événements, selon des points de vue, vraiment, totalement opposés. Et progressivement, ça permet aussi de reconstituer l'intrigue et cela met en lumière les motivations, les secrets et surtout les failles de chacun des personnages. Alors, dans le premier tome, on fait connaissance donc avec cette intrigue et donc de toute cette équipe, de tous les membres de cette équipe de nettoyage, puisqu'un jour, ils sont obligés d'intervenir dans la maison d'une vieille dame qui habitait avec son fils handicapé. La vieille dame mort de vieillesse et son fils meurt dans son fauteuil roulant, faute de soins. Alors, c'est glauque au possible, hein. Cette série est glauque. Mais il y a quelque chose et et cette série est extrêmement attachante parce que, ces personnages sont vraiment à vif et très, très vite on s'attache, à ces personnages, mais on s'attache aussi à l'intrigue parce que normalement quand ces hommes vident, les intérieurs, ils sont censés remettre les objets, à leur chef et puis ensuite donc aux notaires qui doivent, ou aux autorités qui doivent s'occuper des successions. Et là, il y a un membre de l'équipe qui va commettre un vol et il va donc voler une bague. Et ce geste, donc, va déclencher une série d'événements qui vont bouleverser donc les relations de ces hommes et faire ressortir leur rivalité. Et ben oui, parce qu'on s'aperçoit, on sait que quelqu'un a volé une bague de grande valeur, mais on ne sait pas qui. Voilà, si nous on le sait, mais eux ne le savent pas. Et donc les relations entre ces hommes vont être, vont faire l'objet donc de trahison, de violence, enfin bon. Alors, c'est vraiment un panel de personnages incroyables, qui vivent, un peu à l'écart de la société, et qui travaillent aussi dans un secteur dont, bah, la plupart d'entre nous ignorent, l'existence. On a tendance à pas savoir que des gens effectuent, ce travail où ils côtoient au quotidien, la mort et puis toutes ces vies oubliées. Heu, Tous les endroits qu'ils nettoient, ben, en réalité, ça raconte l'histoire des gens qui sont morts dans une indifférence, totale. Et ce qui en réalité, cette série est nettement plus profonde que ce qu'on imaginait, hein. Tous ces personnages avec ces gueules et elle a cette série a vraiment une très, très importante dimension sociale. Alors, cette série, elle permet aussi, de d'avoir une réflexion sur la mort, sur la solitude et sur la nature humaine
et elle nous montre que l'appât du gain, voilà, peut révéler les aspects les plus sombres de chacun et souligner aussi la fragilité des êtres humains face à l'isolement. Donc, si ce n'est pas encore fait, là encore, donc 6 tomes. On est dans le parfait timing pour lire 6 albums à la suite ou sur 2 jours. Ça se lit extrêmement facilement. Après, c'est peut-être un peu l'abus de mouches et de vers qui vont vous rebuter un peu, voilà, et peut-être que vous aurez besoin de prendre du temps pour, voilà. Ah, Rêve de Bulle est là. Bonsoir. Alors, Rêve de Bulle est là. Bonsoir. Super, ça fonctionne bien ce soir. Oui, on va croiser les doigts. Ça fonctionne. Super. RIP, un classique. Effectivement, RIP est vraiment un classique. Et 44 Hélène 4 qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir à toi, 44 Hélène 4. Voilà. Alors, nous en sommes à la moitié de ma sélection. Et on va continuer en changeant, mais alors là, complètement de registre, parce que je vous propose pour la 7e série, eh bien, un western et une femme. Et oui, western, femme, c'est compatible. Et si vous me proposez Ladies with Gun, j'aurais pu vous dire oui, mais c'est une série qui n'est pas terminée. Donc, une série western, femme, et j'ajouterai un autre indice, vengeance, eh bien, il s'agit d'une série en 5 tomes qui s'appelle La Venin. Et donc une série qui a au scénario et au dessin Laurent Astier. Et à partir des tomes 3, 4, 5, Laurent Astier va se faire aider par son frère Stéphane. Et là, on a 5 tomes sortis donc chez Rue de Sèvres. La thématique, donc, je vous l'ai dit, le western, la vengeance, et la série se déroule entre 1885 et 1901. Voilà. Alors, pendant très longtemps, hein, le genre western en bande dessinée n'a présenté que des récits où les héros étaient des hommes. Alors, Laurent Astier, lui, depuis longtemps, voulait se lancer dans un western. Et il trouvait d'ailleurs que les rôles, ça il nous l'avait expliqué une fois en interview, il trouvait que les rôles joués par les femmes n'étaient pas assez importants dans les séries, voire gratifiants. Et d'ailleurs, il nous avait expliqué en prenant l'exemple de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest, le film de Sergio Leone qui est sorti en 1968. Et c'est ainsi que il a décidé pour sa série donc intitulée L'Avenin. Il a donc décidé que son personnage principal serait donc une héroïne. Et donc cette héroïne, c'est son surnom, c'est donc L'Avenin, mais en réalité, elle se prénomme Émilie. Voilà. Alors, quand débute le premier tome de L'Avenin? Nous sommes en 1885 en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Émilie est une jeune fille enfin jeune fille, non, à l'époque c'est une fillette qui a 5 ans et on la voit sortir d'une chambre d'hôtel à la recherche de sa mère, qui la chasse aussitôt après l'avoir retrouvée. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Bah parce qu'en réalité, la mère d'Émilie est prostituée dans une maison close et bien sûr, elle ne veut pas que sa fille la voie en compagnie de 5 hommes. On avance en 1900, on est au Colorado et d'un seul coup, on découvre une très jolie jeune femme qui descend d'un train, une gare au milieu de nulle part, un coin un peu perdu. Cette jeune femme doit épouser un homme, elle le connaît même pas, hein, elle a correspondu par courrier avec lui, elle doit l'épouser, mais quand elle arrive chez lui, cet homme est mort et enterré. La jeune femme n'a pas de ressources, elle doit trouver un travail, c'est alors donc que le barman du saloon
lui propose un travail, c'est-à-dire de rejoindre d'autres femmes qui officient au premier étage de l'établissement et qui tiennent compagnie l'espace de quelques instants à des cow-boys de passage. Alors, démunie et apparemment perdue, je dis bien apparemment, la jeune femme finit par accepter ce travail. Mais en réalité, on s'aperçoit très vite que cette jeune femme, c'est Émilie et qu'elle a établi un plan. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle avait besoin de se fondre dans le paysage et surtout d'obtenir une chambre dans le saloon avec une vue sur la rue. Pourquoi? Parce que c'est là que doit passer McGrady, qui est en campagne électorale pour obtenir un poste de sénateur. Alors donc, que va faire Émilie? De toute façon, vous voyez déjà qu'Émilie, avec le tome 1, est armée. Hem, alors, Rêve de bulle, mais vraiment à plus vos anecdotes. Bah, merci. C'est vrai que on a la chance parfois de faire des interviews d'auteurs et donc, bah, quand ils nous confient des petites anecdotes, certaines, bah, nous marquent donc on s'en resserre quand il y a besoin pour, voilà, pour partager, aussi nous la chance qu'on a de faire ces interviews et de rencontrer ces auteurs. Voilà et donc je vous montre les couvertures. Donc là, vous aviez le tome 1, donc l'avenin parce que bien sûr, Émilie va se grimer. Là, on sait à un moment, elle va devoir aller dans un orphelinat. Vous vous doutez bien Hem, que parfois elle va enfin qu'elle utilise, d'armes et pas uniquement d'un fusil pour se, défendre. C'est une histoire qui va la conduire, dans différents États des États-Unis. Donc je vous mets la dernière, jusqu'à la Maison Blanche. Et donc voilà, donc cette histoire, c'est vraiment le récit d'une vengeance, celle que donc Émilie a ruminée et organisée pendant de nombreuses années afin de venger sa mère qui a été assassinée par des hommes, par 5 hommes. Ça vous dit rien? Eh ben, ce sont les fameux 5 hommes qu'on voit tout au début de l'histoire. Et donc, si ce récit est façonné en 5 tomes, c'est parce que à chaque tome, Émilie va assouvir sa vengeance, une vengeance par homme et une par tome. Voilà. Et donc, au fil de ces 5 albums, Laurent Astier va donc nous faire voyager dans le temps. Alors, ce n'est absolument pas un récit linéaire. Alors, par contre, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'à chaque fois que une action se passe dans un endroit, Laurent Astier, à chaque fois en haut, note où est l'endroit, où se trouve l'endroit, note quand ça l'action a lieu et il y a même des cartes au début de chaque album qui reproduisent à travers la carte des États-Unis l'itinéraire de la vengeance d'Émilie. Donc ça, pour se repérer, c'est extrêmement judicieux de la part de l'auteur. Et donc, on va voyager à la fois, dans le temps, dans l'espace, avec de nombreux retours en arrière pour nous expliquer comment, alors ça, c'est expliqué progressivement, hein, c'est pas on nous explique pas tout dès le départ, mais nous expliquer comment Émilie donc a organisé, pardon, et planifié, sa vengeance. Voilà et donc, cette jeune femme, on va la découvrir au fur et à mesure de ces 5 tomes et grâce à elle, cet album nous permet de nous rendre compte du statut de la femme, aux États-Unis, donc en cette fin de 19e et début, du 20e siècle et pour, donner de la véracité à son récit, Laurent Astier s'est appuyé sur de nombreux faits historiques vraiment avérés
comme pour donner donc plus de poids à son récit. Par exemple, à un moment, c'est à Galveston, il est question d'un ouragan. Et ben, cet ouragan a eu lieu. Ça a été un des plus gros ouragans. Et donc, Emily se retrouve au milieu de l'ouragan à Galveston. Alors, donc, 5 tomes pour couvrir 16 années de vengeance de la part d'une jeune femme qui est prête à tout donc pour assouvir cette vengeance et à aucun moment elle ne va faillir. Donc ça, voilà, une autre série, c'est donc la septième, extrêmement intéressante, très bien dessinée. Laurent Astier, pendant 5 ans, pareil, nous a donné rendez-vous et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on le retrouve dans cette histoire. Voilà. Allez, on passe à la huitième série. Alors, on change totalement. C'est l'avant-dernière série que j'ai fini de lire et il s'agit des Âges perdus. Avec au scénario Jérôme Legris, au dessin Didier Poli, qui sera rejoint d'ailleurs par Luca Bulgeroni pour les tomes 3 et 4, la couleur de Bruno Tatti. Donc là, c'est 4 tomes chez Dargaud. Et alors là, on est dans du médiéval fantastique, impossible à dater. Et donc, c'est vraiment un récit d'aventure. Voilà. Les Âges perdus, c'est vraiment une série extrêmement dépaysante, d'aventure avec un grand S. Et ça commence dès le départ. Et alors là, il faut imaginer, le récit débute, on est quelques heures avant le passage à l'an 1000 et d'un seul coup, alors on peut dire que ce passage faisait peur enfin tout le monde, enfin ceux qui savaient que ce passage avait lieu. Et d'un seul coup, des trombes de feu s'abattent sur la planète et elles la ravagent au point que les hommes n'ont d'autre choix que de se terrer dans des grottes pour survivre. Et là, il faut imaginer que les animaux, eux, deviennent des terribles créatures féroces et sauvages qui, elles aussi, vont devoir s'entretuer donc pour survivre. Euh, il faut aussi imaginer que la moitié de la Terre est rasée par ces trombes de feu qui sont tombées. Alors que ce soit à la fois sur les bâtiments, les constructions, mais c'est également sur les moyens de survie tels que les cultures et les plantes. Et ça a une importance dans notre récit. Et voilà. Et pendant des centaines d'années, les hommes vont vivre terrés dans le noir parce que les rayons du soleil n'arrivent plus à réchauffer la planète. Et c'est ainsi que débutent les âges perdus. Alors, une fois que le décor est dressé, euh, d'un seul coup, les rayons du soleil commencent à paraître et ce qu'il va rester de l'humanité donc réduit à quelques tribus hein, qui sont obligées de cohabiter les unes avec les autres. Donc les hommes vont pouvoir commencer donc à sortir et ils vont s'organiser euh, en tribus et ils vont donc en fonction des saisons et des lieux qui restent, ils ont organisé comme une sorte de, alors on va dire planning, mais voilà, ils vont pouvoir aller dans certains lieux à certaines saisons et quand la saison est terminée, c'est une autre tribu qui les remplace. Enfin, voilà. Et donc, c'est ainsi qu'on découvre euh, les éclaireurs du clan des morts, qui se dirigent donc, eux, vers le fort des Landes. Leur chef Primus, que vous voyez là sur l'écran à gauche, accompagné de sa fille Hélène, que vous voyez au centre, et donc a décidé, lui, de braver ce planning, et il a décidé d'aller dans le fort euh, des Landes, alors que le clan des Lunes, lui, est censé l'occuper plus tôt. Alors, pourquoi? Parce que Primus veut juste vérifier que
des plantations qu'il réalise depuis 20 ans ont peut-être enfin réussi à pousser. Mais il faut qu'il y aille à un moment bien précis. Alors, voilà tout l'intérêt, de cette série, c'est que, Primus, dispose de documents, il y a très, très peu de traces de ce qui s'est passé avant l'an 1000 et Primus, fait partie de ces quelques-uns qui possèdent le savoir et qui va découvrir, des documents, heu, dessinés et écrits par des moines copistes, qui, recensaient, les différents moyens de culture et donc cet homme pendant, des années, va donc faire des essais, pour, trouver la céréale qu'on appelle l'engrain. Et donc, ce qu'il espère lui, c'est pouvoir, sortir, sa tribu, de la chasse. Enfin oui, bien sûr, les tribus sont dépendantes de la chasse. Elles doivent se déplacer, en fonction des troupeaux, du déplacement des troupeaux pour se nourrir. Et il espère qu'une seule chose, c'est que la sédentarité et l'assurance d'avoir, tout le temps des céréales, pourraient donc, prendre place, au nomadisme, voilà, auquel ces clans donc, ont dû s'habituer. Donc, Primus décide de confier le secret à sa fille. Il lui confie ses documents et malheureusement, eh bien, les hommes et surtout la chef, du clan des Lunes, furieuse que, le clan des Morts ait réussi enfin, se soit introduit dans le fort des Landes, décide de tuer, toute cette partie du clan des Morts et donc Hélène va se retrouver, donc à devoir, heu, alors c'est là où on à traverser une mer, à quitter l'Anglia pour aller vers un autre pays qu'on pense être notre France actuelle, enfin voilà. Et donc, pour, essayer, de trouver plus d'informations sur, ces cultures pour voir si dans un autre pays, eh bien, les cultures n'ont pas été réalisées. Alors, c'est vraiment une série d'aventures, qui nous immerge, dans cet univers, médiéval fantastique, quelque chose créé vraiment sur pièce par les auteurs, donc un monde qui a subi une régression, hein, et qui est reparti de zéro, donc dans lequel, justement les hommes, font face, à des conditions climatiques, terribles, mais également à l'hostilité de la nature, à l'hostilité des animaux et à l'hostilité des autres clans. Alors, heu, une série que j'ai beaucoup appréciée, je vous montre les couvertures. Donc là, on voit Hélène avec, un de ses compagnons de route, face à des espèces de cerfs, extrêmement dangereux. Le tome 3, et oui, parce que dans un autre pays, après avoir traversé la mer, heu, Hélène va s'apercevoir que dans certains endroits, il reste encore, des ruines. Je dirai pas où c'est, je vais pas trop vous divulgâcher l'histoire et voilà. Donc ça, c'est le dernier album qui est sorti, lui, il y a pas très longtemps, qui est sorti, je crois, en 2026. Si je retrouve la date, non, c'était en 2026, je l'ai lu il y a pas très, très longtemps. Donc là encore, totalement, voilà, après un western, du médiéval fantastique, après l'historique. Voilà, une série, qui a priori, devait pas être faite pour moi et qui m'a vraiment, passionnée. Ça a été un grand plaisir de pouvoir, la découvrir et la lire. Voilà pour ce, 2e tiers et maintenant on va passer aux série suivante avec une série extrêmement
connu et extrêmement reconnu. Donc là encore, une série en 6 tomes. Il était une fois en France. Vraiment, je pense que c'est peut-être l'une des séries les plus connues de celles que je vais vous présenter ce soir. On a au scénario donc Fabien Nury, au dessin Sylvain Vallée, à la couleur Delphes, et donc 6 tomes sortis entre octobre 2007 et octobre 2012 chez Glénat. Il a la thématique, c'est la Seconde Guerre mondiale, la collaboration, le marché noir, le rôle à la Gestapo, et elle se déroule entre 1905 et 1965. Sont les dates de naissance et de mort de Joseph Joanno-Vissi. Parce que le protagoniste de cette histoire, eh ben, c'est quelqu'un qui a réellement existé et qui est une personnalité sulfureuse. Voilà, donc cet homme, Joseph Joanovici, donc il est né en 1905, il est originaire d'à l'époque de ce qu'on appelait une région, la Bessarabie, hein, c'est en Roumanie. Et donc, en raison des pogroms, hein, il est juif, il arrive en France donc en 1925 avec sa femme. Alors, quand il était plus jeune, il a vu ses parents mourir sous ses yeux. Donc, je vous ai dit, hein, des pogroms organisés par le tsar Nicolas II. Et donc, cet homme est absolument décidé à réunir à tout prix. Il est analphabète, mais par contre, il est prodigieux quand il s'agit de faire des affaires et surtout en ce qui concerne le commerce des métaux. Alors, il est ferrailleur, et il a, bon, on va pas dire un don, mais il est capable de reconnaître tous les métaux d'un seul coup de dent. C'est-à-dire que quand il y a un métal, pour déterminer la nature du métal, hop, il le croque, enfin, entre guillemets. Et donc, dans son travail, il va être secondé par une femme, celle qui sera sa fidèle assistante et qu'il appelle Lucie Fer. Voilà. Alors, cet homme, bah, va faire des miracles dans ses affaires. Et en 1935, Johannovici va même commencer à discrètement traiter avec l'Allemagne, alors qu'en réalité, cela est interdit en raison du traité de Versailles. Alors, il est à la tête d'une entreprise vraiment florissante quand débute la Seconde Guerre mondiale. Et puisqu'il travaille avec les Allemands depuis 1935, eh ben, Joseph Joanovici va continuer ainsi. Alors, cela va lui permettre bah, de pouvoir mettre aussi sa famille à l'abri, parce que en tant que juif, bah, oui, Joanovici est en danger, mais étant donné que il est extrêmement doué dans les affaires, euh, cela intéresse les Allemands. Et donc ainsi, donc il va donc, je vous ai dit, mettre à l'abri sa famille et continuer son négoce. Et pour cela, il va mettre en place un système, qui va, lui permettre d'éviter le séquestre de son commerce. Bah oui, dès le début de la guerre, les Juifs vont être interdits d'exercer, les commerces, et il va pouvoir continuer à travailler. Alors, il va même être en très bons termes avec les occupants, mais également avec la Gestapo française. Il collabore et devient incontournable. Mais alors, la fin de la guerre approchant, Johannovici va à la fois donc jouer sur le tableau des Allemands, mais il va aussi fournir des armes à la résistance, leur prêter des camions, il va même fabriquer des brassards destinés au FFI. Mais quand on a collaboré à ce point avec les Allemands, est-ce qu'on peut s'en sortir une fois la guerre terminée? Voilà, et ben ça, je peux pas vous le dire. C'est vous qui pourrez le découvrir. Alors, mais oui, cette série a l'air super. Mais oui, effectivement, elle est super. Popoca, mais merci pour la recommandation. Je pense que c'était pour la série d'avant.
Oui, Les Âges perdus, c'est une super série. Alors donc ça c'est une bande dessinée hein, extrêmement forte qui a été récompensée par le prix de la série à Angoulême en 2011. Elle fait partie donc de ces séries indispensables à posséder dans sa bibliothèque. Alors l'avantage de cette série, alors si vous ne l'avez pas encore, elle existe en intégrale qui reprend les 6 tomes. Alors, c'est un beau pavé, il est lourd, mais au moins il a l'avantage, le nombre de pages, il y a presque 400 pages, voilà. Et l'avantage, c'est que avec une série comme ça, enfin avec une intégrale comme ça vous coûte un petit peu moins cher que si vous achetiez les 6 tomes. Bon, voilà, je le range. Hem et je vous ai même noté le prix. L'intégrale, c'est 49 € pour 6 tomes. Voilà. Et alors, si vous avez la chance de fréquenter alors je vous ai pas montré les couvertures des tomes voilà. Donc ça, c'est le tome 2 d'Il était une fois la France. Voilà le tome 3. Donc un magnifique travail de Sylvain Vallée et donc Sylvain Vallée était, un des invités du salon Quai des Bulles 2025. Je termine avec, voilà, la couverture du tome 6. Et oui, donc Quai des Bulles, 2025 a rendu, un hommage au travail de Sylvain Vallée. Il avait, au Palais du Grand Large, une très, très belle exposition, en plus côté mer avec ses grandes vistes qui donnent sur la mer, donc ça donne un cachet particulier à ces expositions et donc bien sûr les planches de Il était une fois en France étaient extrêmement bien mises en valeur, lors de cette exposition, mais ça je dirais bien comme à chaque fois au festival Quai des Bulles. Donc là encore une magnifique série à découvrir absolument et vous êtes obligés de prendre un petit peu d'eau parce que sinon je vais tousser. Ah! Excusez-moi, une petite pause, ça fait un peu plus d'une heure que je vous parle et donc voilà, j'avais besoin d'un petit peu d'eau. Voilà. Donc, allez, on passe à la série suivante, la 10e. Et alors là, c'est une série bah, qu'on ne présente même plus. Si je vous dis qu'elle est signée J.D. Morvan scénario, vous me direz, il fait énormément de scénarios donc c'est difficile de savoir. Si je vous dis que Dominique Bertaille est au dessin, là, je pense que vous avez tous les indices pour découvrir, et oui, Madeleine Résistante. Voilà, une série en 4 tomes, donc sortie entre août 2021 et octobre 2025, avec des cahiers, des petits fascicules qui, eux, avaient été publiés dès juillet 1920. Donc là, la thématique, c'est la Seconde Guerre mondiale, la résistance, pardon, le féminisme. Et donc, elle a lieu, cette série, depuis la jeunesse de Madeleine Riffaut jusqu'à la libération de Paris en août 1944. Alors, Madeleine Riffaut, eh bien, comment ignorer cette grande résistante dont le nom et surtout l'action ont été remis en lumière dans cette très belle série. Alors, moi, pour Madeleine Résistante, alors je vais vous montrer. euh, voilà, donc l'incroyable travail de Dominique Berthaille, lui aussi, donc c'était il y a 2 ans. Cette série a fait l'objet, 2 ou 3 ans, je sais plus, 3 ans peut-être, fait l'objet à Angoulême d'une série au musée du papier et c'était magnifique dans ces salles de voir les uns à côté des autres toutes ces planches originales et la façon dont Dominique Bertaille dessine, voilà, extrêmement élégante et cette colorisation tout en bleu, c'est vraiment incroyable d'arriver à faire.
avec, pas dire un camaïeu d'une seule couleur, d'avoir autant de rendu, c'est vraiment, enfin, c'est incroyable. Regardez les pavés là de ce tome 2. Enfin voilà, c'est voilà. Et alors moi j'aimerais bien, mettre l'accent, sur, le tome 3 parce que moi c'est le tome, qui m'a vraiment, le plus marqué dans cette série. Hem, Tout d'abord en raison de sa violence et de sa cruauté, mais surtout en raison de la détermination de Madeleine Riffaut de ne pas parler. Pour quoi? Pour préserver la vie de celles et ceux qui se battaient à ses côtés. En effet, ce troisième tome se déroule pendant l'arrestation de la jeune femme en juillet 44. Oui, puisque Madeleine, troublée par 2 événements que je ne vais pas vous citer, elle a décidé de prendre son arme, pardon, et de, venger ceux qu'elle aimait en tuant à bout portant un officier SS en pleine rue de Paris. Donc arrêtée sur le champ par le chef de la milice de Versailles, elle sera conduite donc dans les locaux de la Gestapo. La jeune femme va être détenue et torturée pendant un mois. Alors, elle sera libérée alors que gronde l'insurrection dans la capitale française. Et Madeleine Riffaut ne va devoir sa vie qu'à son incroyable force et son étonnante détermination. Et elle ne parlera pas face à ses tortionnaires. 4 semaines pendant lesquelles la couleur et le goût du sang ne feront pas fléchir cette étonnante, jeune femme et cette étonnante, résistante, qui était prête à l'ultime sacrifice pour sauver, les membres de son groupe. Alors, hem, c'est vrai que je trouve que ce tome a vraiment a pas dû être évident à écrire. Alors on sait que J.D. Morvan, avait des contacts très privilégiés avec Madeleine Riffaut, qu'il voyait très régulièrement. Ils ont travaillé ensemble, sur le scénario et elle a vraiment été, partie prenante dans ce projet. Elle a livré ses souvenirs, hem et vraiment c'est un incroyable travail. Et alors qu'elle n'était pas du tout décidée au départ, à faire une bande dessinée, elle trouvait que c'était un truc, pour les gamins, les bandes dessinées Madeleine Riffaut. Mais Raymond Aubrac lui avait expliqué en 1994, à l'époque où Madeleine Riffaut voulait se taire et Raymond Aubrac lui avait dit qu'il était important de raconter la vérité et de dire comment ça s'était passé afin que leurs camarades morts ne se soient pas oubliés. Et c'est exactement, ce qui est fait dans cette série. Heu, Madeleine Riffaut s'est donc livrée, heu, il y a encore des choses qu'elle a tues, hein, comme le nom de certains noms qui ne sont pas dévoilés et qu'elle a gardés avec elle. Et donc voilà, une série vraiment impressionnante, par ses qualités, scénaristiques, ses qualités, graphiques. Un travail, heu, avec beaucoup de pudeur aussi. Face, bah, à la douleur, à la souffrance, à la bataille. Et là aussi un album indispensable, pour, se souvenir, bah, ce que fut la résistance. Donc la série Madeleine Résistante en 4 tomes. Alors je vous affiche le tome 4. Voilà, L'Ange exterminateur, le tome 4. Donc cette série est terminée, Madeleine Riffaut n'est plus là. Mais J.D. Morvan et Dominique Bertaille, travaillent sur la suite de la vie de Madeleine Riffaut, parce que la vie de Madeleine Riffaut ne s'est pas arrêtée, ne s'est pas arrêtée avec la libération de Paris.
Donc là encore, je pense qu'on a plusieurs albums qui vont nous attendre dans les années à venir, où on découvrira donc Madeleine Riffaut en Indochine, par exemple. Et donc, je pense que c'est une série, enfin une suite de séries qui sera là encore attendue avec impatience. Avant-dernière série, alors là, une série, alors, Malo, Alice, coucou, désolée d'arriver si tard, ce n'est pas grave, il me reste encore le 11e et le 12e album à présenter. Et puis, de toute façon, hein, il y a toujours le replay sur YouTube si vous arrivez en cours de route. Ce sera sur YouTube. Yannick, en général, met nos émissions sur YouTube le lendemain ou le surlendemain de leur enregistrement. Et donc, vous pourrez donc découvrir ces séries de l'été entièrement si vous en avez pour l'instant, si vous arrivez donc en cours de route. Hélène, alors 44 Hélène 4, mais on est sage et tout se passe bien. Oui, ça pour ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes très sage et tout se passe bien. Eh bien, pour moi aussi, je suis ravie de faire ce programme avec vous. 11e série. Alors là, voilà, elle fait partie de ces séries que j'ai découvertes. Le dernier tome est sorti l'année dernière. Une série qui, pareil, je dirais, est passée un petit peu en dessous des radars. Et c'est bien dommage parce que, là encore, c'est une très belle série qui s'appelle Jules Matra. C'est une série donc en 3 tomes qui est sortie donc entre juin 2024 et août 2025 chez Glénat. C'est l'adaptation d'un roman de Charles Exbraya qui est sorti dans les années 70. Et la thématique, c'est la Première Guerre mondiale, la vie à la campagne, la vie dans les tranchées et surtout ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les syndromes post-traumatiques. Alors, c'est un récit qui débute en 1914 et qui court sur 2, 3 années après-guerre. Voilà. Alors ça, c'est la dernière série que j'ai lue et il me paraissait important de vous en parler parce que bah, je vous expliquerai après pourquoi. Je vais d'abord vous expliquer donc faire un petit résumé de cette série. J'en profite peut-être pour vous montrer des belles couvertures, beaucoup de sensibilité, une colorisation vraiment différente. Mais fait vraiment un très beau travail sur les couvertures. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous remets le tome 1. Alors, quand débute ce tome 1, nous sommes en août 1914 et tout à coup, oui, Malo, mais elles sont impactantes. Oui, je pense que ça a joué, mais j'espère que ça pourrait jouer un peu plus dans l'intérêt de ces séries parce que vraiment, ça, c'est vraiment une très belle série. Alors, on est en août 1974 et d'un seul coup résonne le tocsin dans la campagne. Jules Matra est cultivateur en Haute-Loire et il est en train de couper du bois. Il entend ce tocsin et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dépêche de rentrer chez lui. Il habite donc avec ses parents. C'est un jeune homme, on a un peu du mal à lui donner un âge, mais même s'il fait un peu vieux, il a peut-être quand même 25 ans, voilà. Et donc, en chemin, en rentrant chez lui, il rencontre Marius, qui est son futur beau-frère. C'est le frère de Rose avec qui il doit se marier. Et donc, comme de nombreux hommes, le lendemain de ce tocsin qui a résonné, eh bien, Jules Matra va recevoir son livret militaire des mains des gendarmes. Et donc, on va lui indiquer qu'il est mobilisé 2 jours plus tard pour partir au front. Alors Jules, bien sûr, va aller faire ses adieux à Rose. Il lui promet donc qu'il va l'épouser rapidement quand la guerre elle sera finie. Alors bien sûr, hein, à cette époque, on pensait que la guerre, Noël serait fait à la maison, donc ce serait vraiment une guerre éclair. Et en retour, Rose promet à Jules bah, de l'attendre. Alors, ce récit, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va vivre parallèlement avec Jules dans les tranchées, mais on va vivre également en Haute-Loire avec la population du village
qui attend au quotidien les nouvelles des leurs, donc qui sont partis au front. Alors dans le meilleur des cas, ce sont des lettres qui arrivent. Parfois ça n'arrive pas, mais parfois elles arrivent. Elle donne des nouvelles, sans trop en dire non plus, sans suroblige. Et dans le pire des cas, eh bien, c'est un courrier qui arrive pour annoncer la mort d'un fils, d'un frère, d'un mari, d'un père. Alors, la vie dans les tranchées, heu, ça, des fois, on l'occulte, mais c'est également un univers où la camaraderie, pardon, est présente. Et pour Jules, c'est la rencontre avec Louis Agnin, qui lui est un appelé des Alpes. Lui aussi, il a quitté sa alors lui, c'est la haute montagne, Jules, lui, il est plutôt en moyenne montagne et ensemble, ces 2 hommes vont apprendre à se connaître et vont pouvoir compter l'un sur l'autre à la vie, comme à la mort et j'oserais même dire, surtout, à la mort. Alors cette histoire, c'est une partie se déroule pendant la guerre. Mais je dirais qu'il y a une autre partie extrêmement importante, c'est celle du retour, chez soi, une fois le conflit terminé et la question de la réinsertion, de ces hommes alors que tant d'autres sont morts au combat. Alors ils reviennent, ils sont blessés, blessés dans leur chair, au point pour certains de ne pas vouloir vivre. Hem Et c'est un retour qui va s'avérer donc, plus difficile de ce qu'ils s'imaginaient puisque donc on va le voir dans cette série, Jules survit, Jules rentre chez lui alors que Louis, lui, ne va pas rentrer chez lui. Et donc, Jules va devoir affronter l'incompréhension de ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas partis au front et qui ne mesurent absolument pas, la souffrance hem, que va vivre, cette génération de jeunes hommes qui vont être vraiment brisés, par l'horreur de la guerre, par cette boucherie. Alors brisés psychologiquement, certains, sont brisés donc physiquement, hein, les gueules cassées, c'est vraiment, le symbole, de cette, 1 guerre mondiale. Et donc, cette adaptation donc du roman de Charles X Breya qui date donc de 1975 a été extrêmement bien réalisée par Serge, Finot. Il l'a réalisé et ça c'est important je trouve, avec énormément de simplicité et de sobriété, comme il fallait donc pour retranscrire donc ce milieu simple où les silences, occupent beaucoup de conversations. Et moi, c'est une série qui m'a, vraiment, vraiment touchée et je trouve vraiment dommage qu'on n'en ait pas suffisamment parlé et elle mériterait d'avoir, énormément enfin beaucoup plus d'attention, en raison du magnifique travail qui a été fait donc, une très, très belle adaptation graphique réussie. Donc, ah voilà, absolument, une série, à découvrir. Voilà, donc Jules Matra. Et enfin, pour terminer, heu, puisque, la thématique de cette série, c'était des séries pour l'été, quoi de mieux que cette série que vous connaissez peut-être, puisque c'est une série en 6 tomes. Elle parle de l'été et c'est la série qui s'appelle Les Beaux Étés. Je trouvais que c'était la série parfaite pour terminer, ce BD Talk, individuel. Alors, c'est une série Les Beaux Étés qui est signée de Zidrou, au scénario, Jordi Lafèvre au dessin, on reconnaît son très beau dessin. 6 tomes qui sont sortis, à partir de septembre 2015 chez Dargaud et la thématique, c'est les vacances d'une famille belge entre 1962 et 1980. Alors, la particularité de la série, c'est selon les albums avec lesquels vous allez la lire, vous ne la lirez pas dans le même ordre. Je vous explique. Les albums sont sortis
les 6 albums sont sortis, heu, mais pas dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que le tome 1, Cap au Sud, se déroule en 1973 et représente le 4e épisode. Le tome 2, Les Calanques, a lieu en 1969 et représente le 2e épisode. Le tome 3, Mamselle Esterelle, se déroule en 1962 et c'est le premier épisode de cette série. Le tome 4, Le repos du guerrier, se déroule en 1980, c'est le dernier de la série. Et le tome 5, La fugue, se déroule en 1979, c'est le 5e de la série. Et le tome 6, Les Genêts, se déroule, lui, en 1970 et c'est le 3e. Alors, si vous lisez, alors je vais vous les montrer. Donc, hop, donc voilà le tome 2, voilà le tome 3. Ah, donc à chaque fois, vous voyez avec les dessins et la façon dont sont habillés les personnages que ce n'est pas la même époque. Voilà, on les voit vieillir, on les voit grandir, on les voit changer. Il y a voilà. Alors, je vous remets le tome 1 et je vais vous montrer l'autre possibilité qui vous est offerte de lire cette série. C'est là encore une intégrale des 6 tomes. Voilà. Et alors, dans l'intégrale, l'éditeur d'Argo a fait le choix de, cette fois-ci, publier dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on commence par le tome 3 qui a lieu en 62. Enfin, voilà. Donc, dans cette intégrale, vous pourrez lire les histoires dans l'ordre. Alors, si vous voulez les lire dans le désordre, dans l'ordre originel de la série, il vous suffira de chercher les, les différents débuts de chapitres. Mais voilà, c'est intéressant. En ce qui me concerne, j'ai préféré la lire dans l'ordre chronologique. Je trouve que c'est beaucoup mieux, d'autant plus que je l'ai lu. Alors, Hélène me demande, on sait pourquoi au départ ce n'est pas chronologique, c'est un peu surprenant. Eh bien non, Hélène, je ne le sais pas. Euh, mais je pense que les auteurs avaient certainement peut-être un peu envie de nous égarer. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, cette envie de parfois avoir des retours en arrière. Mais je sais que moi, c'est pas ce qui. Enfin, moi, je suis contente d'avoir découvert cette série avec cette intégrale et donc de l'avoir lue dans l'ordre chronologique. Alors, la famille qui est à l'écran, c'est la famille Falguero. C'est une famille belge. Le père est dessinateur. Et alors, ce père a la particularité, au début de chaque chapitre, quelles que soient les années, c'est de ne jamais être prêt alors que la famille doit partir en vacances. Et à chaque début, quelle que soit la période, la famille attend le père en bas des escaliers dans le hall de la maison et on attend qu'il ait fini ses dernières planches et qu'il les ait livrées à son éditeur. Alors ça, c'est à chaque fois. Donc ça, c'est le père. On a la mère qui, elle, est vendeuse donc dans un magasin de chaussures. Et quand débute l'histoire, il y a 3 enfants. La maman donc va donner naissance à un 4e enfant, pendant, des vacances justement. Et alors, il y a un personnage, c'est pas vraiment un personnage, il y a, un protagoniste important dans cette histoire, c'est Mademoiselle Esterelle. Et Mademoiselle Esterelle, c'est la 4L rouge qui est neuve donc en 1962 au début de l'histoire et qui est vraiment un personnage à part entière de l'histoire parce que grâce à Mademoiselle Estorel, donc cette famille va pouvoir partir en vacances. Alors, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'on voit évoluer la famille, on voit évoluer les parents,
On voit les changements grâce aux changements, de vêtements, enfin d'habillage, on voit l'évolution des modes, on découvre aussi l'évolution des mentalités, hein, puisque quand ça débute en 1962, d'ailleurs quand la famille part en 1962, on le voit très bien, je vais vous le montrer, alors 1962, c'est là, la famille, donc les enfants, il y a même un bébé et la famille part avec les grands-parents et avec mamie Vette qui est un petit peu rigide, alors que papy est nettement plus cool. Voilà, mais mamie Vette a décidé de régenter les vacances. D'ailleurs, elle avait décidé que les vacances au sud, c'était à Saint-Étienne et qu'on n'allait pas plus loin que Saint-Étienne. Voilà. Donc alors, en apparence, cette série, on pense que c'est une série feel good, mais en réalité, elle aborde de nombreuses thématiques, comme, l'homosexualité féminine puisque, la famille va une année aller camper dans une ferme, tenue par 2 femmes qui se font passer pour 2 sœurs et jusqu'à ce qu'un des enfants s'aperçoive que les 2 femmes, heu, s'embrassent et donc bah, voilà. Mais à une époque où on ne parlait pas encore d'homosexualité féminine, où c'était encore partie des, des délits. Bah, voilà. Donc c'est intéressant puisque, bah, cette famille, elle a des hauts et des bas. Elle a des soucis de il y a des soucis de travail, il y a du chômage, il y a il y a des interrogations quant au travail, que ce soit à la fois, pour le père ou pour la mère, hein, parce que je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, elle est vendeuse de chaussures dans un magasin et c'est vraiment l'emploi alimentaire, qui permet de pallier parfois, heu, les l'insécurité que peut vivre le père avec son métier de dessinateur et c'est vrai que le père, rêve d'avoir sa propre série mais en attendant, et bah, les premières années, le père est quand même obligé, de, travailler dans un atelier pour un auteur qui est beaucoup plus connu que lui. Voilà. Donc de nombreuses thématiques, des enfants, tous différents, il est question aussi de grossophobie, il est question il y a tellement de thématiques qui sont abordées, mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette famille, qui malgré, les années continue à partir en vacances. Alors il y a des années où, bah, les vacances se passent très bien. Il y a des années où les vacances se passent mal. Il y a même une année où ils sont obligés de partir, à Noël parce que les vacances ont pas pu avoir lieu l'été. Enfin voilà, donc c'est vraiment, voilà, une très belle, série, pour l'été. Bah, le dessin de Jordi Lafèvre, hein, bah, il est toujours aussi beau, hein, on l'avait vu dans Malgré tout, on l'avait vu dans, sa dernière série sur la psychiatre espagnole. Je suis en train de chercher son nom. J'ai un trou, mais c'est pas grave. Donc, oui, oui, non, non, toujours un magnifique travail graphique et c'est un plaisir, bah voilà, de pouvoir lire cette série et elle sera parfaitement d'actualité pour ces vacances. Voilà, eh bien, j'espère que mon petit tour avec ces 12 séries, bah, vous aura plu. Ce n'est pas encore la dernière émission de cette année scolaire 2025-2026. Je remercie donc celles et ceux qui étaient présents ce soir. La semaine prochaine avec Damien, je ne sais pas encore si d'autres se joindront à nous. Nous recevrons Anne-Charlotte Welge de chez Steinkiss. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas après Daria Schmidt, après Jean-Christophe Chauzy, après je suis en train Zidrou, non, oui Zidrou. Vincent Zidrou, il y a 15 jours.
Donc voilà, après des auteurs, nous avons cette fois-ci une éditrice qui va nous expliquer ce qu'est son travail, va nous parler de comment on travaille sur des projets, comment voilà, ce que c'est que le métier d'éditeur, parce qu'on a tendance aussi à confondre l'éditeur, la maison d'édition, et l'éditeur, celui qui accompagne, celui ou celle qui accompagne donc les auteurs. Donc, on est ravis de pouvoir la retrouver. En attendant, vous pouvez donc toujours, comme je vous l'ai dit, nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube pour les replays, ainsi que TikTok. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci d'être passé. Merci Hélène. Merci à celles et ceux qui étaient là. Rêve de bulle. Merci Pauline K14. Merci Sososuka. Je vous souhaite merci. Bonne soirée aussi Malo Alice. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine.